je voudrais faire quelques remarques sur la façon dont j'ai conduit ce travail. Je connaissais, surtout à propos de la loi nouvelle ouvrant le mariage aux couples de même sexe, je connaissais les arguments des opposants en métropole, arguments qui ont été d'ailleurs exposés de façon très bruyante parfois dans les rues, dans les tribunes des journaux, à l'Assemblée nationale. Donc, je connaissais ces arguments d'opposition à cette loi nouvelle. La société polynésienne était restée très silencieuse, même si je connaissais aussi les prises de position officielles et publiques des députés et sénateurs de ce pays. J'ai donc voulu aller à la rencontre de la population, entendre ce qui était dit, ce qui était compris, et c'est pourquoi j'ai voulu être à l'écoute des objections, des craintes, des incompréhensions et des critiques suscitées par cette loi nouvelle, aussi parfois par la loi sur le Pacs. Pour cela, j'ai écouté la parole d'un grand nombre de personnes, la parole d'homosexuels, hommes et femmes, la parole de certains Maous, la parole de Réré, et bien sûr, j'ai écouté la parole des églises et des représentants des églises, en particulier des deux principales églises, protestantes et catholiques. Il m'a été aussi donné d'entendre des personnes appartenant à d'autres religions, mais je dois dire que les circonstances ne m'ont pas fait rencontrer de personnes appartenant à la religion Sanito. Et donc hier, j'étais contente d'entendre l'intervention de John Mairé et d'apprendre certaines choses à propos de cette religion. Donc ça a été ma façon de travailler. Et l'article est très long, mais je vais vraiment le réduire pour respecter le temps de parole qui m'est imparti. La conception de la famille et les structures de la parenté révèlent toujours les liens et les logiques qui relient l'individu au groupe familial dans sa société, dans sa culture, à un moment donné de son histoire. Et il est certain que la famille, l'identité sexuelle, la notion de couple, les modes de conjugalité, les différentes sortes de sexualité, toutes ces questions ne peuvent être envisagées que par rapport à une culture, à un moment donné de son histoire. Et donc comprendre les résistances de la société polynésienne tant à la loi sur le Pacs qu'à la loi qui a autorisé le mariage pour les personnes de même sexe, demander de faire référence à la culture polynésienne avant l'arrivée des Européens, après l'arrivée des Européens, bien sûr aussi. Et donc, j'ai présenté mon travail en partant de l'idée que cette loi nouvelle, dite un peu improprement sur le mariage pour tous, révélait cette demande de légitimité, de reconnaissance juridique, de consécration légale de la communauté homosexuelle en métropole et plus généralement dans les pays d'Europe, et que donc il s'agissait pour eux de rejoindre la norme légale. Donc j'ai construit mon travail à partir d'une réflexion sur cette notion de norme légale, mais bien sûr en rapport avec la norme culturelle et la norme religieuse, les interdits religieux. Et d'ailleurs, le droit vient du ciel, presque tous les droits viennent du ciel, et le droit civil vient aussi du ciel. Donc, il y a des rapports entre ces différentes normes. La loi de 1999 sur le pacte civil de solidarité n'a jamais été appliquée en Polynésie.
En revanche, la loi ouvrant le mariage aux personnes de même sexe est applicable de plein droit automatiquement en Polynésie. Alors, quelles sont les raisons juridiques qui expliquent cette situation un peu paradoxale d'un pays où le Pacs n'a jamais existé et où aujourd'hui, eh bien, le mariage est possible pour les couples de même sexe qui le souhaitent? Les raisons juridiques sont simples. Le Pacs est un contrat civil. C'est sa nature juridique qui détermine le fait qu'il est de la compétence du pays. Il appartient exclusivement à l'Assemblée territoriale de choisir d'appliquer ou non le Pacs. Il ne fait pas partie de l'état des personnes. En revanche, le mariage fait partie de l'état des personnes et relève de la compétence de l'État. C'est pourquoi la loi ouvrant le mariage aux personnes de même sexe est applicable de plein droit. Ça, ce sont les raisons juridiques. Mais au-delà, ce qui m'intéressait davantage, c'était les raisons de l'opposition, qu'il s'agisse de la reconnaissance, la consécration législative du couple de même sexe dans un Pacs ou dans le mariage. Alors, je voudrais juste rappeler rapidement que la Polynésie est française depuis peu de temps. Et juste en quelques lignes, je dirais que ce n'est qu'au milieu du XVIIIe siècle qu'eurent lieu les premiers contacts de l'Occident et de la société polynésienne, lorsque Samuel Wallis arrive à Tahiti en 1767. Il est suivi bien sûr par d'autres navigateurs, Bougainville, Cook, Watt, etc., qui ont tous écrit des récits décrivant cette société qu'ils découvrent et qui est si différente de la leur. Ensuite, ce fut l'arrivée des missionnaires pour l'évangélisation de ce peuple d'Océanie, puis la période de la colonisation française. C'est en 1866 que l'Assemblée législative tahitienne vote l'introduction de la législation française. Et c'est en 1877 que le roi Pomaré V fait don de ces îles à la France. Donc, c'est récent, et cela explique entre autres que la culture originelle, la culture traditionnelle polynésienne soit encore très très présente dans la façon de comprendre les lois ou de ne pas comprendre les lois de la métropole. La loi française, ce que j'ai entendu et qui est classique, c'est que les lois françaises sont toujours plus ou moins colorées des couleurs de l'étrange ou de l'étranger même, et elles sont incomprises lorsqu'elles ne correspondent pas à la subjectivité des Polynésiens ou aux repères normatifs de leur culture. Cette incompréhension, je l'avais déjà traitée en 1992 avec cet article intitulé « L'application du droit de la famille en Polynésie, une adaptation malentendue et vide juridique ». Mais cette difficulté de compréhension de la loi française, on la retrouve dans le domaine du droit de la famille et dans le domaine aussi du droit foncier. Donc, la loi, en ce qui concerne l'incompréhension, la loi dite du mariage pour tous, on a évoqué tout à l'heure, c'est une formule des communicants. Cette formule n'est pas dans la loi. Mais c'est un raccourci, mais cette façon d'intituler cette loi a été source en métropole et en Polynésie de bien des incompréhensions, des faux sens. Et j'ai expliqué plusieurs fois, j'ai été obligée d'expliquer que non, les interdictions en mariage n'étaient pas supprimées,
Mariage pour tous, non, pas tout à fait pour tous. Dans le Code civil, en dépit de la loi nouvelle, subsistent toutes les interdictions à mariage entre une tante et son neveu, entre une tante et sa nièce aujourd'hui, ou entre un oncle et son neveu. Hein? De même que le mariage des mineurs est toujours en principe interdit, avec des dérogations possibles. Donc, au regard de la sexualité, au regard des modes de conjugalité, quels sont les fondements du domaine de la norme en Polynésie française? Eh bien, on découvre bien sûr une autre histoire de la sexualité, une autre histoire de l'homosexualité, une autre place donnée à la différence des sexes. Et bien sûr, je ne peux pas développer ce que je développe un peu plus longuement dans l'article. L'homosexualité était pratiquée, bien sûr, avant l'arrivée des Européens, et il est intéressant de voir comment elle était vécue. Elle était pratiquée entre hommes et entre femmes. Et le mariage existait aussi avant l'arrivée des Européens. Il avait certes une place particulière. Mais que ce soit avant l'arrivée des Européens ou que ce soit aujourd'hui, on constate que la norme, c'est le concubinage. C'est-à-dire qu'il y a un beaucoup plus grand nombre de couples en concubinage que de couples mariés. Aujourd'hui, bien sûr, les églises incitent, encouragent les fidèles à se marier. Et je dis cela parce que j'ai souvent entendu, ressenti que ces différences de statut entre un couple marié ou un couple de concubins, de même que la différence entre un couple homosexuel ou un couple hétérosexuel, eh bien, elles ne sont pas vécues comme discriminatoires et toutes les ruptures d'égalité ne sont pas vues comme injustes. Ces différences de statut, très souvent, j'ai entendu, j'ai compris qu'elles n'étaient pas vécues comme constitutives d'une discrimination injuste. Cela m'a conduit à toute une réflexion sur la notion d'égalité telle qu'elle est conçue en Polynésie et telle qu'elle est conçue en métropole aujourd'hui, puisque c'est cette grande notion d'égalité principalement qui a conduit le législateur à cette loi nouvelle, au vote de cette loi nouvelle. Et puis, l'horizon normatif des Polynésiens est aussi déterminé par cette réalité humaine et sociale dont nous avons beaucoup entendu parler ces jours et que constitue le troisième sexe, si on veut employer cette expression, le transsexualisme, ou plutôt cette frontière poreuse entre les sexes. Et la constitution de l'identité des Maous, des Rérés, s'est faite et se fait encore aujourd'hui, heureusement, dans une reconnaissance familiale et sociale. Dans la société polynésienne, ils peuvent s'envisager dans le regard des autres. Et ce regard est souvent bienveillant. Il est alors source de respect et d'estime de soi. Or, en matière de sexualité, l'estime de soi est fondamentale. Si le mariage homosexuel est un idéal démocratique, dans un premier temps, on peut peut-être penser que c'est l'estime de soi pour chaque personne qui constitue aussi un idéal démocratique. Aujourd'hui, c'est la condition de prostituée des Rérés qui est source d'une grande précarité pour ces personnes, de profondes souffrances silencieuses qui les isolent et les conduisent parfois aux portes du désespoir. Mais, bien sûr,
dans mon article, je pouvais développer davantage la distinction entre Mahou et Réré. Mais pourquoi, dans ce contexte de pluralisme sexuel de la Polynésie, la question de la reconnaissance légale d'un statut pour les couples de même sexe semble superflue, inutile? C'est souvent ce qui m'était dit, en tout cas pour une partie de la population. Eh bien, les couples homosexuels n'ont pas, et en particulier cette catégorie de la population, les Mahou ou les Réré, n'ont pas à lutter contre un déni de reconnaissance. En cela, l'histoire est complètement différente de celle de l'Occident. Ils habitent en quelque sorte une zone de légitimité qui ne les réduit pas à leur appartenance sexuelle, ni même à une communauté, je dirais. Bien que hier, on a parlé de la communauté des Rérés, et je conçois que ce soit juste d'employer aussi ce mot-là. Hein. Mais ils appartiennent peut-être à une marge sociale, mais c'est une marge sociale reconnue. Et puis, c'est la notion de liberté individuelle dans ce domaine de la sexualité qui est invoquée très souvent, et c'est au nom de cette liberté qui relève du domaine privé que semble prévaloir sur la notion d'égalité, eh bien, cette notion précisément de liberté. Elle m'a semblé souvent l'emporter sur la notion d'égalité. Alors, la distinction entre le privé et le public et le fait que la sexualité et l'homosexualité doivent rester dans le domaine privé, eh bien, on peut y voir une influence des églises. Si l'on se réfère à ce qu'était la façon dont était vécue l'homosexualité avant l'arrivée des missionnaires, peut-être qu'on peut y voir une influence de l'Église, mais en tout cas, cela a pour conséquence qu'il n'y a pas lieu que l'appartenance sexuelle devienne une affaire publique. Il n'y a pas lieu que l'homosexualité devienne une notion juridique. C'est parfois donc ce qui m'a été renvoyé. Je dirais même qu'en ce qui concerne les Mahou et les Réré, le mariage des couples de même sexe semble parfois représenter un danger de déstabilisation des repères et d'un système symbolique traditionnel qui est constitutif des règles régulatrices de la vie collective et d'un ordre culturel. Donc, le mariage homosexuel engendre en quelque sorte, dans certains esprits, pour certaines personnes, un brouillage de la tradition. D'un point de vue de la fabrication de la norme insérée dans un espace de sens commun, il faut bien sûr se demander quel est le regard, quelle est la parole, quelle est l'influence des églises dans la société polynésienne d'hier et d'aujourd'hui. L'arrivée des missionnaires a modifié les structures sociales, familiales, religieuses de la société polynésienne traditionnelle. La culture traditionnelle n'était ni laïque ni athée, elle était bien religieuse. La sexualité était vécue dans une certaine liberté, joie, innocence, et l'homosexualité était une composante de cette liberté sexuelle, laquelle représentait une valeur de l'existence en commun du peuple polynésien. Donc, la sexualité, vue comme une activité joyeuse plutôt, avant l'arrivée des Européens,
et une activité joyeuse et saine, eh bien, elle a aussi un caractère sacré. Elle a aussi un caractère sacré. Elle était bien sûr intégrée à la représentation du cosmos. Les missionnaires ont une mission civilisatrice. Et la civilisation, eh bien, c'est la culture occidentale et c'est la conception chrétienne du mariage. Alors, les premiers missionnaires méthodistes, luthériens, calvinistes adhéraient strictement à l'Ancien Testament et défendaient les valeurs judaïques du mariage monogamique et les interdits du Lévitique concernant la nudité, l'inceste, l'homosexualité, la sodomie, les rapports sexuels pendant les fêtes religieuses et pendant les règles, et toutes les pratiques sexuelles non fécondes en général. Donc, les missionnaires instituent en quelque sorte le sacrifice de la liberté, entre autres de la liberté sexuelle, mais au nom d'autres justifications normatives, au nom d'autres jugements de valeur. On l'a évoqué hier, c'est vrai que le baptême a été refusé au roi Pomaré II pendant un certain temps en raison de son homosexualité. Les missionnaires refusaient de le baptiser. Et puis, le mariage, il a été décidé que le mariage ne pouvait être célébré que par un missionnaire. Aujourd'hui, la Polynésie est un pays christianisé et l'intégration des religions monothéistes dans la culture polynésienne se traduit parfois par une conception ultra-orthodoxe de ces religions. Olivier Roy, dans son livre « La Sainte Ignorance », écrit « L'évangélisme tahitien est beaucoup plus fondamentaliste que les courants protestants en métropole. » Alors, je dirais quand même que, à propos du mariage et à propos de l'homosexualité, les représentants de l'Église catholique que j'ai rencontrés, parce que c'est surtout eux qui m'ont parlé de cet aspect-là, ont tendance à considérer aujourd'hui l'orientation sexuelle comme un déterminisme de la nature. Alors, à partir de ce moment-là, cette conception selon laquelle la préférence homosexuelle ne relève pas d'un libre choix, pas plus que la préférence hétérosexuelle, ôte tout caractère de péché ou de faute, même si l'Église opère parfois une différence quand même entre l'attirance et la sexualité vécue. Ce respect de la différence existe dans les deux principales religions et l'homosexualité est tolérée comme une réalité sociale qu'il convient de protéger contre toute forme d'exclusion ou de racisme. On ne trouve pas en Polynésie française aujourd'hui de diabolisation de l'homosexualité ni d'extrémisme religieux contre son existence. Je vais obliger d'aller beaucoup plus vite. La notion de couple de même sexe au regard des fondements de la famille, j'ai étudié le mariage dans la conception chrétienne, le mariage dans le Code civil, à l'origine du Code civil, bien sûr, après la conception laïque du mariage et le mariage avant l'arrivée des Européens dans la société polynésienne traditionnelle. Ce qui ressort aujourd'hui, c'est que le mariage est considéré par les églises légitimement comme un sacrement et que presque toutes les églises souhaitent que ce sacrement soit réservé aux couples hétérosexuels.
un prêtre me disait, alors si il y a le mot mariage et qu'il est ouvert à tous, il nous faudrait presque un autre mot pour désigner un sacrement qui serait réservé aux couples qui le souhaitent, mais bien sûr réservé aujourd'hui aux couples hétérosexuels. À propos de l'altérité sexuelle, qui est le fondement du sacrement du mariage, parce que cette altérité sexuelle est liée à la procréation. L'altérité sexuelle n'a pas été reconnue par le Conseil constitutionnel comme une composante, comme un principe fondamental des lois de la République. Et puis, le droit dissocie aujourd'hui le mariage de la procréation depuis la contraception, mais surtout depuis les lois de 1994 sur la bioéthique. Cette dissociation existe dans le droit. À propos de la parenté, je dirais de la parenté affective asexuée, qui est aujourd'hui permise, puisque cette loi qui autorise le mariage des personnes de même sexe ne parle pas que du mariage, mais aborde aussi des questions importantes et peut-être plus délicates, qui sont les questions du droit de devenir parent. Ce droit est donné aujourd'hui par la loi pour les couples de même sexe. Il leur est permis d'adopter un enfant. Qu'il s'agisse d'une adoption simple ou d'une adoption plénière. Certainement que très vite se posera la question de la procréation médicalement assistée et de la gestation pour autrui pour ces couples de même sexe. Mais alors là, la population polynésienne, ce que j'ai entendu, était très intéressant parce que là, ce n'étaient pas du tout les mêmes arguments que la métropole dès qu'on abordait la question de la parenté. De la parenté, c'est-à-dire devenir parent en dehors de toute réalité biologique. C'est quelque chose qui existe dans la culture polynésienne et c'est le droit français de la filiation s'applique en Polynésie, mais la société polynésienne a à l'origine une conception de la parenté complètement différente de celle de l'Occident et aujourd'hui encore accorde à la vérité biologique une place secondaire. Je dis secondaire, cela dit, la vérité biologique n'est jamais occultée. Et c'est cette tradition de l'adoption en Polynésie, cette tradition de l'enfant fahamou, de la circulation des enfants dans la famille élargie ou hors de la famille, qui fait qu'on conçoit la parenté sans fondement biologique. La place donnée à la parenté élective est importante, mais elle n'autorise pas le mensonge, elle n'autorise pas le silence sur l'origine biologique, sur la vérité biologique de l'origine des enfants et sur leur famille biologique. Il y a en Polynésie la conception d'une coexistence de deux familles, celle qui a donné la vie et celle qui élève l'enfant. Et donc, c'était spontanément une conception de l'adoption simple qui était envisagée pour les couples de même sexe. Il a été évoqué hier, et c'est vrai, des enfants fahamous sont confiés depuis fort longtemps à des personnes efféminées, à des mahous ou à des personnes homosexuelles, et le tribunal prononce des adoptions simples parce qu'elles sont demandées par des Polynésiens, en faveur de personnes, quelle que soit leur orientation sexuelle. Donc, je voulais simplement terminer en disant que cette conception de la parenté donc, permet de mieux comprendre que l'on puisse
confier un enfant à un couple homosexuel. En tout cas, les craintes, les réticences, les appréhensions n'étaient pas du tout les mêmes qu'en métropole. Merci Marie-Noëlle.